Salut à tous, bienvenue dans ce Story Movies estival qui vous emmène humer le parfum du Festival de Cannes. Et on en a vécu des émotions fortes au cours de cette 74e édition. Alors au fil de nos rencontres, entre une montée de marche et une séance photo, Matt Damon partage son amour de la France. I'm sure you know a lot of French vocabulary. Virginie Efira n'a peur de rien. Tim Ross nous parle d'inspiration. Benoît Magimel et Emmanuel Berco nous font verser un torrent de larmes. C'est comme ça qu'on fait avec Benoît. Faut lui cirer les pompes et après tout se passe. Et tout de suite, Marina Foïs et Pio Marmaille nous immergent en pleine crise sociale. Ils ont mis leur énergie au service du chaos. Pio Marmaille et Marina Foïs sont aux côtés de Valeria Bruni-Tedeschi, les héros de La Fracture de Catherine Corsini, applaudis pendant 15 minutes après sa projection officielle. Un quasi huis clos dans un hôpital sur fond de manifestation des Gilets jaunes et une œuvre militante, intense, parfois burlesque, qu'on aimerait beaucoup voir au palmarès. C'est un film qui décrit un tel chaos. Il y a du bruit, tout le monde parle en même temps, des gens parlent derrière une paroi, se répondent. Quelle expérience ça a été comme comédien? Comment on organise ce foutoir? Moi, je pense que c'est un truc qui existe. Enfin, on a le sentiment qu'il y a une dimension de chaos et de foutoir général, mais je pense que à l'intérieur de ça, il y a de la narration, qu'il y a du jeu. Je sais pas comment dire ça, mais c'est très compliqué en fait de générer du chaos. Bien sûr, pour qu'il soit entendable quelque part. C'est pas évident. Je pense que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais je pense que tout ce qui était mis en scène et mis en place pour que nous on soit le principe de réalité, il était assez fort justement puisque nous on est la fiction, surtout Valéria et moi. Il fallait nous insérer dans ce cadre très réaliste de l'hôpital et pour le coup, le bruit, le monde, même le décor qui est ultra réaliste, tout ça, c'est des choses que moi j'aime bien et ça m'aide à me faire croire à ce que je suis en train de vivre. C'est pas un self-service ici, madame. On peut rien vous donner avant 1 heure, ça risque d'être dangereux. T'as eu du tramadol? Patricia, tu me l'amènes à la radio, s'il te plaît? Tu me mens et tu fais des cocktails qui sont... Pardon, excuse-moi. C'est dangereux ce que tu fais et en plus tu me mens, je supporte pas. Tu sais très bien que je supporte pas ça, d'accord? Ça me faisait rien. Non, ça te fait rien dire, une folle. Bonjour madame. Bonjour madame, j'ai honte. Et comment s'est passée la collaboration avec les acteurs non professionnels? Bah ils jouent pas bien vu que c'est pas des professionnels, donc ça il y a un problème. Non mais c'est impressionnant, cette fameuse Aïssatou Diallo. Oui, mais parce qu'en fait, à aucun moment je me suis posé la question si je travaille avec des professionnels ou des non professionnels. Non mais l'idée c'est d'être dans un truc de collectif. Donc, mais, et puis vous savez, les non-pros, comme on dit, ils ont la chance de ne pas être embarrassés par les questions qui parfois embarrassent les acteurs qui ont de l'expérience, qui savent que la lumière, le machin, le truc, mon personnage, est-ce que le travail, ça consiste beaucoup à nous débarrasser des fausses questions qui nous polluent et qui nous empêchent de nous abandonner complètement au film. J'imagine évidemment qu'être acteur, être actrice, c'est une vocation profonde. Si vous aviez dû incarner un autre travail qui nécessite comme ça un engagement, un renoncement aussi de tous les instants, vous auriez pu faire quoi? J'aurais été artificier. Moi j'ai toujours eu envie de tout faire péter, mais... Belle vocation, Marina. Moi, je vais vous répondre au premier degré. Ah bon? Ah pardon, excuse-moi. Excuse-moi, bah super. Moi j'aurais été juge. Pour mettre les gens en prison, pas mal ça. Oui, moi je suis pour une société très répressive. Ouais. Est-ce que faire du cinéma, ça soigne des petites choses? Je sais pas. Non, mais non, je pense pas que ça répare. Je pense que ça rend anxieux à plein d'égards. Mais bon, il y a un moment aussi salvateur. Je pense aussi quand tu traverses des choses, des parcours et émotionnellement, les choses d'abandon ou d'intranquillité, je sais pas quoi. Et moi, ça me donne vraiment confiance dans l'autre, en fait, de travailler, m'abandonner à des acteurs ou des actrices. C'est quelque chose qui me donne un peu de croyance un peu dans l'humain, quoi. C'est ça que j'aime bien. Moi, je me demande souvent comment font les gens qui ont d'autres métiers où ils n'ont pas l'occasion de décharger ce que nous, on décharge d'émotions, de colère, d'incompréhension. Nous, on a vraiment un endroit de jeu qui est un endroit où on peut... où on peut exprimer en fait. Je ne sais pas comment font les gens avec ce qui leur arrive dans la vie parce que la vie, elle n'épargne personne. Et qu'est-ce qu'ils en font de ces émotions-là? C'est une question que je me pose souvent. À part ça, je crois que le métier, il soigne autant qu'il détruit. C'est vraiment un équilibre instable. Depardieu, il dit que ça rend con. C'est pas faux. Mais c'est pas que ça. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous.
Bon week-end. Et puis bon festival. Vous restez quelques jours. Moi, je vais rester 3-4 semaines. Parce que j'ai une société de nettoyage. Je vais m'en s'occuper ah oui, avant l'artifice. Vous nettoyez les dégâts faits par les artificiers. Tout ce qui est trucs qui traînent après les plages, ça c'est moi qui m'en occupe. Pas mal de boulot cette année. Émotion à l'issue de la projection de Stillwater de Tom McCarthy présentée hors compétition. Et pas n'importe laquelle, celle de Matt Damon. Des larmes de joie devant les 2300 spectateurs du Grand Théâtre Lumière. It was overwhelming to be in the theater with people again, you know? It felt so great, like to be in such a big theater. I mean, that theater is one of the most beautiful in the world, but to have it at full capacity and that feeling of being with strangers, but like in a community still, and you know, it's just like it was overwhelming. In fact, Matt Damon, you should be granted French citizenship because you've made so many movies in France. I know, it's embarrassing that I don't speak French. Ce natif du Massachusetts a tourné à maintes reprises chez nous. Dans Stillwater, il incarne aux côtés de Camille Cotin, un ouvrier américain perdu dans Marseille, qui tente de faire innocenter sa fille, emprisonnée pour un crime passionnel. Allison came here for college, and that's where she met this girl, Lena. One night she found Lena dead and called the police. All they cared about was Allison sleeping with some Arab girl. I loved her. I know you did. But everybody thinks that I killed her. I think it's a city you just have to just open, accept it, you know what I mean? I enjoyed everything about it. I loved, you know, all the different neighborhoods we shot in, and everybody was so kind of warm and welcoming to us, and, you know, the experience of shooting at the Velodrome, you know, which was completely insane. It will not get her out of jail, and it will send you in. With this movie, my character is from a very specific place, right, in Oklahoma, Stillwater, and and the idea that somebody like that would ever leave a roughneck and end up in a place as kind of culturally rich and diverse as Marseille is a really interesting idea, and that was really the reason to make the movie. I'm not from here. It's not safe for you. What do you remember from the first time you shot in France? I think the first time I shot in France was The Bourne Identity. The Bourne Identity. Yeah, I mean, I remember, you know, that very, very well, and I mean, that was a hard job, but it was really, you know, it was like 4 or 5 months, I think, in Paris. So yeah, I have great memories from that as well. And the last one was Ridley Scott's movie, last year, right? Last Duel. The Last Duel there. When you play the part of a knight, yes, of a French knight. Yeah, which is something that Ben Affleck, Nicole Holofcener, and I wrote as well. And so we were shooting at all of the beautiful castles all around France. I mean, it was, I don't know if you know, you have over 20,000 castles in France. I didn't know. So, and they're beautiful, and we shot at a lot of them. So, so that was yet another time to work there. I'm trying to get my little girl out of jail. That's all I give a fuck about. And you sound very American right now. Good, I am. Yeah, and you're also a stranger here. You don't understand shit. You know what? Vas-y, prends tes trucs, fais ce que tu veux, fais-le sans moi. What would be your 3 favorite French words? It's going to be so sad when I say, like, merci and au revoir. Merci beaucoup. Thanks so much. I'm sure you know a lot of French vocabulary. No. But you're too polite, because No. everybody learns dirty words. Yeah, I know a couple of those. Merci beaucoup. Thank you. Appreciate it. On a toujours eu foi en Virginie Efira. Pas étonnant donc de la voir sulfureuse et habitée dans Benedetta du Hollandais fou Paul Verhoeven. Elle y incarne une nonne mystique aux instincts basiques, une mise à nu totale d'une actrice pleine de grâce. Dieu te guidera. Bartholoméa a-t-elle fait quelque chose qui vous est fâché? Non.
Avez-vous de l'affection pour elle? Je sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi. Chère Virginie, jusqu'à ce film, c'était quoi le moment le plus fou, l'expérience la plus dingue de votre vie d'actrice? La fusion avec Justine Triet, la réalisatrice de Victoria. Découvrir, en se projetant vers quelqu'un d'autre, beaucoup plus de choses de soi. Dans le jeu, des libertés nouvelles, une proximité avec un metteur en scène. Ouais, c'est un truc dans mon petit parcours et dans mon existence propre, un petit bouleversement intime. Paul Verhoeven, il suscitait des fantasmes chez vous. Terriblement. Alors lesquels? Et est-ce qu'ils ont été suivis d'une réalité ou est-ce que vous avez vécu totalement autre chose que ce que vous imaginez? J'ai l'impression, alors je vais faire comme si j'étais encore Benedetta, mais qu'il y a deux personnes en moi. Non, mais qu'il y a à la fois le réel souvenir, comme c'est moi d'ailleurs, de l'adolescente complètement gaga de son travail. Je me souviens de Sharon Stone au Festival de Cannes, sa robe tournesol, je me souviens de détails qui n'ont vraiment aucun intérêt cinématographique. Hein. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens de Basic Instinct, c'était à une époque quand même où voir du sexe à l'écran, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Je crois aussi que les femmes qui le mettaient en scène, mais j'irais jusqu'à Showgirls, hein, y a quelque chose qui pouvait être extrêmement sexuel, mais qui n'était pas instrumentalisé, qui pouvait elle aussi instrumentaliser, qui ne se sentaient pas coupables de leur désir. C'était... oui, c'est vraiment... Il y a cette personne-là que je suis évidemment toujours, mais après, évidemment, si c'est cette personne-là qui tourne avec lui, je ne peux pas être comme une fan folle. Enfin, à un moment, il faut faut arriver à se dire, je vais jouer dans son film, et quand même, j'étais loin de m'imaginer que je pourrais faire un premier rôle aussi spécial avec lui, quoi. Bien se laver, c'est une règle ici? Une âme propre exige un corps propre. Je prends aussi fort que je peux. L'air de mon sang. Je vais y tomber. Est-ce qu'il reste de l'eau pour que je me rince? Un personnage comme ça, par où on l'aborde? J'imagine qu'il ne suffit pas d'enfiler le voile pour qu'elle vienne à vous. Ah non. Quand j'ai demandé à Paul... tu vois, maintenant je peux dire Paul, je peux même dire Polo. Quand j'ai demandé à Polo ce qu'il en était de la préparation, il m'a dit you know what you must do, tu sais ce que tu dois faire. Je me suis dit, il faut que je prenne ce truc-là en charge. Et donc, j'ai travaillé à trouver quelle était sa quête intime. Je crois qu'on aurait pu prendre le personnage en la regardant par son côté pathologique, qui est probablement schizophrène, mais que ça ne m'intéressait pas, moi, et certainement pas Paul, je pense, d'avoir à la fois la personne bien, la personne moins bien. Ce qui est intéressant, c'est de raconter dans la nature humaine qu'une personne bonne ne l'est pas forcément de partout, et même une personne mauvaise n'est pas forcément mauvaise de partout. Et même jamais, en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez oser maintenant? Qu'est-ce que j'aimerais oser? Je sais pas. Mais c'est comme si je n'avais toujours pas une idée très claire des limites, par exemple. L'idée d'oser quelque chose, j'aurais bien du mal à définir exactement le chemin que j'aimerais prendre, en fait. Parfois, ils se dessinent tout seuls et il faut les accepter. Merci, sœur Virginie, de maintenir notre foi au cinéma intact. Merci à vous. Tim Ross et Cannes, c'est une longue histoire. Il y a entre autres imposé son personnage double de Mr. Orange dans Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. C'était il y a déjà 29 ans. Il a fêté la Palme d'Or de Pulp Fiction et y avait présenté son unique film en tant que réalisateur, le noir et poignant The War Zone. C'est d'ailleurs dans le rôle d'un cinéaste qu'on le retrouve en compétition dans Bergman Island de Mi Hansen Love, où il donne la réplique à Vicky Krieps et part en quête d'inspiration sur les traces d'Ingmar Bergman. Tim, what kind of fun of experience is that to play the part of a filmmaker, and how did you get inspired? By your own experience? I never thought of him as a filmmaker. It's funny because when I think of the film, that's not the first thing that comes up for me. That's a huge part of the film.
But for me, it was just about the relationship between my character and Vicky's character. How did they relate to each other? What was happening in their story, their personal story and their personal lives. This place is perfect for working, easy to live in. Wow. You do realize we're going to sleep in the bed, but if it scenes from a marriage film that made millions of people divorce. Ah, shit. Fuck, sorry. We have to maybe sleep in the other bedroom. This is a movie about inspiration. As an actor, how did you get inspired for a character, except from the script, of course? Yeah, the script is key. And normally when you read something, you go, oh, it'd be great to play it that way, you know. And you immediately go on a journey with it, even before filming. And then sometimes you arrive at the filming of it and everything changes, you know, which is okay. You have to be ready sometimes. But I don't have a rule book at all. So I don't have an agenda, particularly. I just do what comes to mind, and then what comes to the director's mind, and the collaboration, and so on. So I'm not looking for anything. But at what point did you become confident as an actor? There was a woman at my high school, at my secondary school, who decided that I should be an actor. So she gave me some confidence, but the real beginning for me, the one that changed my life, was Alan Clark, who I did my first on-camera experience with, and that was what I wanted to do. I wanted to be in movies. I don't know, it's just like a childhood thing. I thought, this would be fun. And it happened. And he was the one that said, you can do this, you've got this. And then quickly, and then he called Mike Leigh, who put me in his film in the meantime. And it was just, so my confidence was given to me by people. Mike Leigh made me determined. Stephen Frears gave me fun. And then I just took it from there, you know. Yeah. And what about directing? Why didn't you come back to it? I think I'm done. There is a script which I would like to make, but it's massive. And I don't know if I have the energy. Is there a movie in your life that's very important because when you watch it, it makes you happier, better, more alive? Mame. I like that movie. The Music Man. I have movies that I saw it when I get to sleep and you want to think about other things. I put Casablanca on and I know every word in the script. I can see the movie in my head and I go to sleep to it. It's great. Philadelphia Story is another one of those. I don't know why. Katharine Hepburn's an intriguing actor. Merci beaucoup. Okay. Have a great Cannes. Thank you, and you. On avait les yeux rouges et le cœur brisé en sortant de la projection hors compétition du mélodrame De son vivant. Après l'avoir dirigé dans La tête haute et La fille de Brest, Emmanuel Berco offre à l'acteur de sa vie, Benoît Magimel, un rôle bouleversant, celui d'un homme qui va mourir d'un cancer. Veillé par sa mère, incarnée par Catherine Deneuve, et une formidable équipe de médecins, il va apprendre l'acceptation. Je vous ai dit que ça allait, mais ça va pas du tout en fait. Ah d'accord. Ce qui me rassurerait, ça serait que vous me disiez que vous aussi, vous avez beaucoup pleuré pendant ce tournage. Ça a été le cas ou pas? Lui, il pleurait en lisant le scénario. Déjà. C'est vrai en plus. Non, moi j'ai pleuré notamment, je me souviens très bien d'un moment avec Benoît. Voilà, je suis partie en... Et c'est vrai que sur des scènes dont je sais qu'elles doivent être émouvantes, si moi je pleure pas, étant donné que je pleure très facilement, je m'inquiète. Et donc Benoît est une pleureuse aussi? Oui. C'est une grosse pleureuse, ouais. Ouais. Et Des fois je devais lui dire non, tu dois pas pleurer, tu dois pas pleurer. Ah, c'était ça le problème. C'est vrai que même quand c'était pas écrit, ça partait tout seul. Et je me disais, comment on va faire? Il y en a trop partout là, c'est pas possible. Il faut gérer cette émotion et c'est difficile parfois de se contenir et de résister en fait. Allez, donc ce que j'ai une merde au pancréas. Et au début j'avais mal au dos, on a cherché longtemps ce que j'avais. Au bout de plusieurs mois, on ne trouvait pas ce qui clochait. Ils ont fini par faire une radio, c'est ça? Une biopsie. Et une biopsie. Mais c'était pas le dos en fait. Et après, un chirurgien a dit que c'était pas opérable. Et voilà. Est-ce que vous suivez un traitement en ce moment? Je prends juste des antidouleurs. La seule chose qu'on m'a proposée, c'est la chimio, mais ça, je veux pas. Bon, on dit que vous êtes un as, c'est pour ça qu'on est là. Alors, est-ce que vous allez m'aider, docteur Haley?
Jouer quelqu'un de malade, quelqu'un qui va mourir, je pense que c'est quand même une sacrée responsabilité d'acteur, de trouver le juste milieu. Je vais vous dire la vérité, c'est que surtout, on se pose parfois des films n'arrivent pas par hasard et on ne comprend pas quand ce genre de film arrive dans sa vie. Et on se demande pourquoi c'est là. Donc les premiers mois, franchement, j'avais peur de tomber malade en permanence. J'avais des douleurs dans le dos, j'étais persuadé que ça allait me tomber sur le coin de la gueule. Et en fait, ce tournage qui s'est déroulé sur tellement de mois, sur 8 mois, 9 mois, m'a permis, moi, de vivre les choses autrement, quoi, et de les ressentir autrement. Il faut l'accepter, c'est ça. Il y a de la colère au début, il y a de l'incompréhension. Moi, je n'étais pas forcément d'accord avec ce médecin. Voilà. On tire les choses vers soi le plus possible et j'étais révolté beaucoup. Et puis petit à petit, voilà, on s'apaise, on arrive à s'apaiser. Donc ce temps qui s'est offert à nous, finalement, ça a permis de vivre aussi ce temps-là, le temps du personnage, pour accepter. Qu'est-ce qui vous bouleverse chez Benoît? Pourquoi vous aimez autant le filmer? Sa beauté, quoi. Mais c'est pas que sa beauté physique. Je pense que c'est une très belle personne. Et Benoît, est-ce qu'il n'y a pas qu'Emmanuel qui pouvait vous diriger dans un rôle pareil? Je pense que je ne suis pas sûr j'aurais pu accepter ça avec quelqu'un avec qui j'avais pas une relation aussi personnelle et quelqu'un que j'aime autant. On se lance pas là-dedans comme ça, je pense pas. Non. Ça libère. C'est un cadeau pour un acteur de rencontrer quelqu'un comme Emmanuel. Oh, c'est vrai que c'est unique et c'est assez exceptionnel. Merci à vous. Story Movies spécial Cannes, c'est fini. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures sur grand écran. Salut!